Allez, bonne émission. Merci. Merci de nous rejoindre ici au Salon de l'Agriculture. Bonjour à tous, on est au cœur de ce que l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine fait de mieux ici à Bordeaux. Ce salon, c'est une vitrine pour les cultivateurs, les éleveurs et tous les professionnels du secteur réunis ici pendant une semaine. On va passer une heure ensemble sur NOA, la chaîne 100% Nouvelle-Aquitaine de France 3 et sur AgriWeb TV, chaîne dédiée au Salon de l'Agriculture. Un rendez-vous quotidien, donc vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de NOA, sur Twitter avec le hashtag Sana2019. Nous sommes également présents sur Instagram. On parle aujourd'hui d'innovation en agriculture, l'innovation dans les pratiques, dans les modes de production. L'innovation, c'est aussi la recherche, un pan essentiel. Innover est une obligation aujourd'hui, mais quand on évoque le numérique, quand on évoque l'intelligence artificielle, alors se pose peut-être la question de certaines limites. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Hubert de Rochambeau, bonjour. Vous êtes le président de l'INRA Nouvelle-Aquitaine. L'INRA, c'est l'Institut national de la recherche agronomique. Bonjour Jean-Luc Blanc-Simon. Vous êtes agriculteur et vice-président de Maïsadour, qu'on présente souvent comme un géant de l'agroalimentaire. Olivier Lavial, bonjour. Vous êtes le directeur de Bordeaux Sciences Agro. C'est une école d'ingénieurs agronomes qui rassemble 600 élèves. Et puis Anaël Bibard, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'une start-up baptisée FarmLip. C'est une plateforme de comparaison des pratiques agricoles. Vous nous en direz plus au cours de l'émission. Avant d'échanger ensemble, messieurs, je vous propose d'écouter quelques réflexions sur l'innovation, justement, au sens large. Quelques réflexions recueillies dans les allées du salon aujourd'hui. Regardez. Au niveau innovation matérielle, on commence à innover vraiment assez rapidement. Autant, je veux dire, sur les GPS qui permettent aux cultivateurs des terrains d'avoir des tracés sur sa parcelle. Il n'a même plus besoin de conduire son tracteur tout seul, il est commandé, il a juste à faire le tour de sa parcelle et après tout se fait pratiquement tout seul. Il jette un œil et il reste avec. Mais d'ici, je pense, quelques années, comme aux États-Unis, ils ont lancé le tracteur qui est autonome, voilà. Par rapport à ce que j'ai quand j'étais enfant, alors qu'on a commencé à traire les vaches avec le pot et le petit trépied où on s'assoyait dessus. Donc quand j'étais gamin, c'était comme ça. Ensuite, on a eu la première machine à traire à pot. Ensuite, on a eu le transfert. Donc ça a été quand même une petite évolution. Et après, la salle de traite. Et aujourd'hui, celui qui veut faire encore mieux, c'est le robot. Mais vous y mettrez bientôt au robot ou c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas? Non, parce qu'il faut être prêt psychologiquement. Et c'est un très gros investissement. Parlons de mode de travail, justement. On va parler un petit peu d'innovation. Qu'est-ce qui a changé, vous, depuis que vous avez commencé? Est-ce que vous avez senti qu'il y a des secteurs dans lesquels votre travail a évolué? Génétiquement, on évolue, je dirais, tous les jours, en fin de compte. C'est une remise en question permanente qui est liée propre à notre exploitation pour avoir une meilleure rentabilité et qui est liée aussi à la demande des consommateurs. Aujourd'hui, on est obligé de répondre à leurs attentes. On le fait naturellement concernant nos modes de production, mais en termes de qualité qui est vraiment demandée par le producteur, on essaie de développer cette source-là, tout simplement. Retour en plateau ici au Salon de l'Agriculture de Nouvelle-Aquitaine avec mes invités pour évoquer cette question importante, cruciale, essentielle en termes d'économie agricole, celle de l'innovation. Jean-Luc Blanc-Simon, vous êtes agriculteur, vice-président de Maïsadour. D'abord un constat, l'agriculture, elle a toujours innové finalement. Oui, c'est je dirais presque dans notre ADN, puisque à titre individuel, on essaie d'année en année d'améliorer notre situation, d'inventer, de créer, de tester. Et après, quand on le fait collectivement et qu'on se donne les moyens, qu'on mutualise cette envie d'aller de l'avant,
de regarder plus loin, effectivement, l'innovation est quelque chose, je dirais, presque de systématique, en tout cas dans notre métier, sans doute dans d'autres métiers également, mais c'est vrai que nous, ça va parfois très très vite, il faut reconnaître. Hubert de Rochambeau, il y a eu des grands bonds dans l'histoire en termes d'innovation, la domestication, la mécanisation. Le dernier grand bond significatif, c'était lequel ? Le dernier grand bond significatif, ça a été le développement de l'agriculture française et européenne après la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est traduit par exemple par un triplement des rendements en blé, qui sont passés de 25 à 75 quintaux. C'était dû à quoi ? C'était dû en fait d'abord à une aventure humaine des femmes et des hommes qui ont pris leur destin en main pour moderniser cette agriculture. Et donc après, la recherche a apporté des choses, le développement a apporté des choses, l'industrie a apporté des choses, mais c'est d'abord une aventure humaine en fait, des gens qui sont levés dans les territoires pour progresser et de manière à nourrir l'Europe, puisque à ce moment-là, en fait, au niveau européen, on est obligé d'importer notre alimentation de l'extérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, on assiste à un nouveau basculement en termes d'innovation ? Est-ce qu'on est arrivé au bout de l'innovation mécanique, entre guillemets ? Et aujourd'hui, on arrive à un moment vraiment clé, puisqu'en fait, il faut continuer à produire, puisque la population humaine va continuer à augmenter, mais dans le même temps, il faut respecter l'environnement, plus qu'on ne l'a fait par le passé, et ensuite, il faut s'adapter au changement global. Donc on est face, en fait, alors qui se traduit par notamment le changement climatique. Et donc on est face à un nouveau moment, un peu comme après la Deuxième Guerre mondiale, où il faut réinventer une agriculture ensemble. Olivier Lavial, vous êtes directeur de Bordeaux Sciences Agro, c'est une école. Quand vous faites un peu de prospective, la prochaine vague d'innovation, quelle sera-t-elle ? Alors, il y a plusieurs dimensions à cette question. On est évidemment actuellement en plein dans la vague du numérique. Et donc, alors nous, on est particulièrement attentifs à cette transition parce que nous avons une spécialisation là-dessus avec des doubles compétences sur le numérique pour l'agriculture en partenariat avec l'école de Montpellier. Donc il est bien évident que dans les 10 prochaines années, nous aurons des aspects là-dessus, mais pas que. Il y a énormément de fronts d'innovation qui s'ouvrent à nous. Et il est important d'ailleurs que dans les écoles de l'enseignement supérieur, on puisse être en phase avec ça et ne pas être à la traîne. Et c'est vraiment un défi pour les écoles d'ingénieurs. Anaël Bibard, alors vous êtes cofondateur d'une start-up, FarmLeap. En 2 mots, votre procédé, votre application, votre plateforme, qu'est-ce qu'elle permet ? Comment ça fonctionne, les boîtiers qu'on a devant nous ? Alors, FarmLeap, oui, c'est une plateforme d'intelligence collective pour les agriculteurs. On a parlé tout à l'heure, j'ai bien aimé le message de M. Rochambeau qui parlait d'aventure humaine. Et l'innovation, cette aventure humaine, c'est ce qu'on a voulu apporter aussi à travers le numérique, en la simplifiant à plusieurs étapes. Ces boîtiers que je vous présente ici permettent de facilement recueillir les données de l'exploitant. Qu'est-ce que j'ai fait, quand, à quelle heure, parce qu'on utilise une autre technologie que tout le monde a dans sa poche, en tout cas que 4 agriculteurs sur 5 utilisent professionnellement, quotidiennement sur leur exploitation, le smartphone, pour collecter les données de ce qu'on fait et les mettre sur une plateforme qui permet de valoriser ces données. Le grand enjeu du numérique aujourd'hui, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un des fronts d'innovation, mais pas du tout le seul. Et le grand enjeu du numérique, c'est plutôt de fournir des informations et pas des données, c'est-à-dire des données qui sont travaillées, mises en perspective, améliorées pour connaître et créer des nouveaux savoirs. En termes d'application de ces innovations numériques, on en est où ? On en est aux prémices ? On en est en haut de la vague ? Ou est-ce que la vague est déjà en train de déferler ? Je dirais qu'on est quand même encore dans la montée de cette vague. Pourquoi ? On fait du numérique en agriculture depuis plus de 25 ans. Il y a un grand leader du numérique qui a été fondé dans les années 80 en France et qui est encore actif aujourd'hui. Cependant, on reste sur des outils qui étaient quand même pensés pour travailler pour l'agriculteur, faciliter sa gestion du quotidien, échanger avec son comptable ou sa coopérative. Et souvent, ça restait dans cette brique. Et la donnée n'était pas créée pour créer de la nouvelles informations, de nouveaux savoirs. Et là, maintenant, avec des vagues comme le co-farming ou le partage des données ou l'interopérabilité avec des systèmes de connexion plus vifs et plus rapides, plus résilients, on va beaucoup plus loin. Et là, ça fait 2-3 ans qu'on voit apparaître ça sur le marché français avec des investissements très forts.
Olivier Labial. Oui, non, simplement, c'est important cet aspect des choses. Je pense qu'il y a des fronts d'innovation autour notamment des SHS, des sciences humaines et sociales, au travers de l'innovation collective. Alors Hubert pourra en parler bien mieux que moi, puisqu'on a notamment un grand projet sur la région qui s'appelle VitiRêve, qui est basé sur cette innovation collective et sur la capacité à entraîner finalement l'innovation par les acteurs. Ça veut dire que l'innovation, elle n'est pas que dans les processus de production. Tout à fait. Elle n'est pas Elle est que aussi technique. dans l'intégration. Elle n'est pas que technique. Elle est aussi dans la prise en compte, à effectivement, l'écosystème de socio-économique. la démarche d'innovation. Voilà. Et c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler actuellement, parce que je pense que c'est un vrai moteur pour être en capacité à faire que les acteurs s'approprient aussi les innovations, même en les devançant. Jean-Luc Blanc-Simon, au niveau de Maïs Adour, par exemple, vous intervenez à la fois dans la production, mais aussi dans la transformation, la commercialisation. Vous êtes à tous les maillons de la chaîne, si j'ose dire. L'innovation, elle se situe partout. Tout à fait. Alors, pour vite parler de Maïs Adour, nous pratiquons plusieurs métiers, je dirais. On est bien sûr producteur de céréales et surtout de maïs, toutes sortes de maïs, mais on a également tout un pôle gastronomie avec des poulets et du foie gras, notamment sous label, donc sous signe de qualité. Et effectivement, l'innovation, elle est partout. Après, pour un groupe coopératif comme nous, la difficulté dans tout ça, si vous voulez, on est un peu comme sur le quai d'une gare où on voit démarrer tout un tas de fronts ou de trains. Moi, j'appelle ça des trains de l'innovation. Ça veut dire qu'il faut être sur plusieurs chantiers en même temps. Il faut être sur plusieurs chantiers, mais c'est aussi difficile parce que là derrière, il faut quand même aussi des capacités de financement de tout ça. C'est aussi des choix stratégiques et ça, on essaie de les faire et de les assumer collectivement au sein d'un groupe coopératif. Mais voilà, ça Combien oblige. de projets d'innovation chez vous? Alors, tout confondu, on était à près de 200 projets d'innovation. Donc, et ça va de la plus petite, quasiment anecdotique, au grand projet stratégique? Tout à fait, on a parlé de numérique, ça peut être ça peut être aussi dans la conception des bâtiments d'élevage, ça peut être dans la commercialisation également, avec la création de boutiques en direct de nos producteurs qui nous permet de valoriser localement nos productions. Bon voilà, il y a tout un panel, tout un éventail, et après à nous effectivement de monter dans le bon train, de financer le bon train et d'aller à bon port, quoi. Hubert de Rochambeau, juste une petite aparté, on parle d'innovation, on essaye de dresser un peu le constat aujourd'hui. Parfois, l'innovation, c'est aussi revenir sur les erreurs du passé. Ce qu'on présente comme des innovations, notamment environnementales aujourd'hui, ce n'est que refaire ce qu'on a défait peut-être à l'époque du remembrement ou des choses comme ça? Alors, c'est vrai que la situation est en train de changer parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait produire. Et donc, on a simplifié le problème en utilisant des engrais et des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, la situation a changé. Du fait de l'évolution du contexte, il faut complexifier les choses et replacer l'exploitation, l'agriculteur dans son système. Et de ce fait-là, on est amené à réutiliser des techniques qu'on avait abandonnées autrefois pour des bonnes raisons et qu'on réutilise aujourd'hui pour d'autres raisons qui sont bonnes aussi. Mais ça rentre quand même dans le champ de l'innovation. Ça rentre quand même dans le champ de l'innovation et ça rend l'innovation encore plus nécessaire parce que gérer des situations simples, on sait faire. Gérer des situations complexes, comme on l'indique, c'est beaucoup plus difficile. Et on le verra, ça rend aussi l'innovation acceptable, entre guillemets, pour le grand public, parce qu'on sait, on va l'évoquer, il y a certaines innovations, notamment en termes de production, en termes de génétique, en termes de travail sur le vivant, qui peuvent avoir parfois du mal à passer dans l'opinion publique. Alors ça, c'est un autre débat. Je pense qu'autrefois, tous les Français étaient d'origine rurale et donc avaient un oncle, un père, un grand-père qui était agriculteur et donc connaissaient l'exploitation. Et par exemple, l'acte de tuer un animal, tout le monde le connaissait parce qu'on l'avait vu faire par sa grand-mère, par son oncle. Voilà. Et aujourd'hui, il y a une sorte de rupture, en fait. Les Français sont de moins en moins d'origine rurale et donc ne comprennent plus l'agriculture. Et donc, un des éléments auxquels on s'est attaqué avec nos collègues agriculteurs, c'est de réexpliquer la beauté de ce métier, de réexpliquer le dynamisme, l'inventivité et d'expliquer qu'en fait, au XXIe siècle, tout viendra de l'agriculture. On ne pourra plus prendre de ressources sur la planète. Tout ce dont on a besoin, il va falloir le produire. Et donc l'agriculture va retrouver sa mission nourritière, mais aussi de production d'énergie et de production de matières premières pour l'industrie. Et d'aménagement du territoire aussi, il faut le dire, parce que c'est important au milieu rural. Une question, Anaël Bibard. On le disait, les Français sont parfois en rupture avec leur agriculture. Est-ce que la France est en rupture avec le fait d'innover? Est-ce qu'aujourd'hui, le terreau est favorable pour des entreprises comme la vôtre? En France, souvent, on est un peu défaitiste, on noircit le tableau, on a l'impression que les autres sont forcément à la pointe et nous,
à la traîne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, dans le développement de votre activité, vous trouvez des supports appréciables pour développer favorablement votre activité? Alors, deux éléments dans votre question. Déjà, est-ce qu'on est un peu trop défaitiste et est-ce que la France est un terreau d'innovation? Alors moi, en tant que cofondateur d'entreprise, une start-up, je suis parti avec très peu. On était une équipe de 3. On avait une idée, se baser sur ces aventures humaines, les CETA qui existaient après-guerre et les dynamiser, les CETA, il faut redynamiser. peut-être définir Alors, ce qu'est les CETA, un c'est pas le traité d'Atlantique Nord, Voilà. c'est le centre d'échange de techniques agricoles. C'était vraiment très technique, très pointu. Si on se mettait autour d'une table, on partageait ses données, on discutait sur comment Plateforme tu as fait. d'échange d'informations. Voilà. entre- Mais là, c'était la table, la plateforme. Et du coup, on se basait avec les papiers et on comparait ce qu'on faisait. Donc, on a dynamisé ça et on a été accompagné par la BPI, la Banque publique d'investissement. On a été accompagné par des prêts d'honneur, d'autres créateurs d'entreprises qui nous soutiennent et par des grands groupes comme McDonald's qui nous a accompagnés peu de temps après la création avec des concours à l'innovation. Donc on a un terreau favorable pour innover en France et il y a beaucoup d'AGTech qui donnent envie à l'étranger, qui proviennent du marché français. Justement, Par contre, sur le marché international, on se situe comment en France? Alors, très loin par rapport aux États-Unis. Mais pour revenir par rapport à l'autre sujet de votre question qui était est-ce qu'on n'est pas un peu défaitiste? Si, je pense qu'en France, on est un peu défaitiste vis-à-vis de notre agriculture. On voit tous les éléments qui restent à faire pour qu'elle progresse. Et il y a encore beaucoup de marge de progrès, des innovations apportées comme vous faites avec le monde de la vigne. Par contre, quand on regarde, quand on se compare au niveau international, moi j'aime bien que les agriculteurs se comparent entre eux. En général, quand on se compare, on se rassure. Ben là, on se rassure même beaucoup parce qu'il y a un index de durabilité des systèmes alimentaires qui est publié par les universités américaines. Ça fait 3 années consécutives la France est numéro 1 mondial sur les index de durabilité alimentaire. Donc on dit tout va Index mal. de durabilité alimentaire en quelques Alors mots. c'est la durabilité environnementale, économique, sociale de nos systèmes vision à long alimentaires. terme et pas une vision à court terme. Exactement. Et notre agriculture française a une vision réellement à long terme. Quand les autres jugent notre agriculture, ils la jugent très performante. Olivier Lavial, vous confirmez, la France se situe à un niveau très, très, très appréciable sur Oui, en rapport à la concurrence internationale? Oui, en tout cas, la France se donne, je trouve, les moyens depuis quelques années de réaliser un véritable écosystème favorable à l'innovation. Moi, je suis très content de ce qui se passe, notamment en région Nouvelle-Aquitaine, où notamment tous les acteurs de l'innovation travaillent ensemble. La mise en place des réseaux régionaux d'innovation a été très intéressante et très importante. Donc les chambres travaillent avec les chambres d'agriculture, travaillent avec les instituts techniques, travaillent avec les grands groupes coopératifs, travaillent avec l'INRA, avec l'enseignement supérieur. Et tout ça permet effectivement, parce que le problème de l'innovation, c'est un problème aussi d'être en capacité à passer les inventions en termes de recherche ou les avancées de recherche dans les pratiques. Et on a besoin de ce continuum et on a besoin d'avoir un véritable écosystème. Et moi, je suis très optimiste finalement pour ce qui est de l'innovation en France, parce qu'on sait là organiser un système qui va mener forcément sur l'accélération des processus d'innovation. Jean-Luc Blanc-Simon, on parlait de la bascule entre l'idée et sa concrétisation. Vous êtes agriculteur. Est-ce que le monde agricole est réceptif à l'innovation ou est-ce qu'il est un peu sur le reculoir quand il voit arriver un nouveau procédé, une nouvelle technique? Alors, non seulement il n'est pas sur le reculoir, mais pour un agriculteur, c'est une condition sine qua non vitale, je dirais, d'innover, d'être dans le bon tempo, quoi, de suivre l'évolution, les évolutions techniques, mais pas que. On l'a vu à travers ces discussions. L'argument qui fait mouche, L'argument qui c'est fait la mouche. pénibilité, C'est les enjeux économiques, il ne faut pas se voiler la face. C'est le bien-être de l'exploitant agricole également, le bien-être animal, évidemment. Mais je pense qu'il y a quand même cette notion de... Voilà, on est avant tout des chefs d'entreprise. Chefs d'entreprise du vivant, certes, mais l'objectif numéro 1 à travers tout ça, c'est de pouvoir travailler de façon plus efficace, en adéquation avec les attentes sociétales auxquelles on est sensible. On entend toutes ces demandes nouvelles, oui et non, parce que honnêtement, on en parle beaucoup, mais c'est un souci que dans le monde agricole, on a, je dirais, depuis au moins 2 décennies. C'est-à-dire, concrètement, il ne se passe pas une réunion professionnelle sans qu'il n'ait un sujet sur l'environnement, sur la gestion de l'eau, sur comment améliorer, voilà, un peu
tout ce dont on nous accuse, avec peut-être sans doute en corollaire, effectivement, une société de plus en plus urbaine qui s'éloigne de nous, de nos préoccupations. Alors on a aussi peut-être, et là c'est du domaine de l'innovation aussi, c'est l'innovation, communication, c'est toujours très lié, mais peut-être aussi prendre un peu plus l'habitude d'expliquer, de montrer ce que l'on fait. Et c'est tout l'intérêt, alors là je prêche pour ma paroisse, mais d'un groupe coopératif qui a sans doute plus de moyens, puisque vous nous avez présenté comme un énorme groupe coopératif. 15e coopérative française. Mais en termes de recherche, on est petit. Et donc la recherche, ça a été dit, mais... On dirait que vous avez une marge de progression. Oui, tout à fait. Et puis quand même, en matière de recherche, il ne faut pas hésiter à regrouper les moyens, à mutualiser les moyens, ce que nous faisons parfois avec notamment d'autres collègues, d'autres coopératives. C'est le cas dans le cadre notamment d'Ovalie Innovation, par exemple. Hubert de Rochambeau, être innovant aujourd'hui, c'est être compétitif sur les marchés internationaux. Sans innovation, je pense que plus que les problèmes de compétitivité, c'est les défis en face desquels on est. Donc, nourrir 10 milliards de personnes avec le changement climatique, en respectant l'environnement, c'est un défi absolument gigantesque. Et donc ça, il faut qu'on le gagne ensemble. Et ça, c'est vraiment important. Et en fait, l'innovation, on a regardé, parce que pour nous, c'est un grand sujet de préoccupation. On produit des résultats scientifiques. Quand est-ce que ces résultats se traduiront par des innovations dans les exploitations agricoles? On s'est aperçu d'abord qu'il fallait du temps. Il faut à peu près 20 ans entre le démarrage et en fait la traduction concrète par un agriculteur. Et la deuxième chose qui est très importante à retenir, c'est que c'est une aventure collective. Ça fonctionne bien s'il y a un partenariat et s'il y a un partenariat ancien. Quand les gens se connaissent, les choses avancent plus rapidement. Donc du temps et des partenariats pour travailler sur ces aventures collectives. Alors après, la création de valeur est importante. Ça a été dit tout à l'heure. Si vous ne créez pas de valeur, le système ne fonctionne pas. Mais créer de la valeur n'est pas suffisant. Donc il ne faut pas raisonner qu'en termes de compétitivité. Il y a dans le public, ici au Salon de l'Agriculture, un entrepreneur, Patrice Rosier. Bonjour Patrice Rosier, on va vous donner la parole. Bonjour. Quel est votre produit, si je puis dire? En quoi avez-vous innové? Vous, c'est plutôt dans le ciel que ça se passe avec des drones qui viennent en aide aux agriculteurs. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. On essaye en fait d'utiliser le drone pour optimiser, voire supprimer l'utilisation de pesticides, en tout cas à notre niveau et sur des projets un peu pilotes. Et donc à ce titre, on travaille avec Ovalie Innovation, donc, qui est la filiale commune de Maïs Adour et Vivadour destinée à développer des projets innovants. Et donc ils sont venus nous trouver pour développer un drone sur mesure capable donc de larguer des capsules de trichogramme par exemple qui vont être des micro-organismes qui s'attaquent aux parasites du maïs de manière naturelle. Sur le même drone, en fait, on a développé aussi progressivement la possibilité de larguer des graines pour semer en fait, de l'engrais vert, hein, donc ce qu'on appelle du couvert végétal. Et la troisième application qu'on a donc avec ces drones, hein, notamment donc un gros drone de 25 kg qui s'appelle le RDMAG, c'est également de larguer des produits liquides de biocontrôle. Ça permet une approche plus ciblée et donc une moindre consommation de produits phytosanitaires. Ouais, alors l'idée en fait, c'est surtout de pouvoir travailler là où les machines agricoles classiques peuvent plus travailler, notamment quand les cultures sont avancées, sont sur pied et que les machines agricoles peuvent plus passer dans les cultures au risque de les détruire en fait. Alors votre service, il est là, il existe. Est-ce que les agriculteurs s'en emparent? Alors il faut savoir en fait que c'est un projet qui a mûri pendant 2 ans. Ça fait depuis 2 ans qu'on travaille sur le sujet. On a été à l'origine du premier ensemencement par drone en France, donc de cultures, notamment de maïs. Et là en fait, Ovalie Innovation vient de faire l'acquisition de 2 systèmes. Qui vont commencer à fonctionner au mois de juin en fait. Hein. On va les livrer dans 2 semaines avec 2 premières machines qui vont être en activité dans le sud-ouest. Et la réception, quand vous parlez de drones à des exploitants agricoles, quelle est leur réaction? Est-ce qu'ils se projettent ou est-ce que pour l'instant on regarde ça avec un peu de curiosité? Moi je dirais que c'est les agriculteurs qui sont presque moteurs, puisque là vous avez donc 2 coopératives agricoles qui sont venues nous trouver. Nous-mêmes on est une équipe plutôt de techniciens, donc plutôt issus de l'aéronautique que de l'agriculture. Et du coup, c'est les agriculteurs eux-mêmes qui sont venus nous chercher. Après, nous, effectivement, on a quand même un rôle d'expliquer tout ce qui est faisable à base de drones. Parce que nous, on propose une solution qui permet d'agir dans les cultures. Mais avant ça, il y a également des outils de diagnostic qui permettent d'optimiser, là aussi, l'utilisation des engrais, par exemple, ou de l'irrigation. Avec des capteurs spécifiques qui permettent de voir où est-ce qu'il y a du stress hydrique dans les cultures, de voir où est-ce qu'il y a
des problèmes de croissance, pour pouvoir mieux doser et faire une sélection de là où on va mettre du produit ou à quel moment on va récolter telle ou telle parcelle, etc. Donc il y a vraiment plein de choses à faire avec les drones. Mais aujourd'hui, on est dans une espèce de phase d'évangélisation où effectivement, il faut que tout le monde comprenne ce qu'on peut faire avec le drone et ça prend du temps. Mais à partir du moment où les coopératives elles-mêmes sont un moteur de tout ça, je pense que ça va se développer. Il n'y a plus qu'un peu de temps. C'est en même temps nécessaire. un secteur très concurrentiel, l'utilisation des drones, les applications liées autour des drones. Oui, mais plus d'un point de vue opérateur. Ouais. Donc il y a beaucoup d'opérateurs. Maintenant, les outils adaptés, ils sont en cours de développement. Ils sont vraiment... c'est maintenant qu'ils arrivent à maturité, ces outils. Alors on le voit, l'innovation doit répondre aux grands défis qui se posent à l'agriculture, le défi climatique, le défi environnemental, l'utilisation des produits phytosanitaires. Pour vous, Olivier Lavial, quelle est la priorité sur laquelle l'innovation doit se pencher aujourd'hui ? Pour moi, il n'y a pas de priorité. Pour moi, c'est l'ensemble de ces questions qui sont autant de contraintes qu'on doit prendre en compte. De toute façon, tous les fronts d'innovation qui sont ouverts permettent de répondre soit à une seule contrainte, soit à plusieurs. Mais il est bien clair que, par exemple, on a des projets qui sont clairement orientés vers la baisse des intrants phytosanitaires. On a sur Bordeaux beaucoup de recherches, notamment autour des problématiques du changement climatique, de l'adaptation au changement climatique, notamment dans le centre de recherche INRA, dans lesquels notamment les enseignants-chercheurs sont complètement acteurs aussi. Parce que là, les enjeux sont vitaux. Les enjeux sont vitaux. Alors, ce sont des enjeux qu'on pensait peut-être être à long terme, mais qui sont finalement assez à court terme. L'échéance, c'est quand ? Voilà. Je serais Sortez la boule incapable. De cristal. Voilà, je serais incapable de le dire. Mais c'est demain l'échéance. Ouais. C'est demain. On sait déjà on voit déjà les impacts du dérèglement climatique. On a déjà des impacts là-dessus. Donc, ça veut dire qu'il faut aujourd'hui, de toute façon, et Hubert le disait, 20 ans pour que la recherche puisse passer du côté effectivement de l'utilisation et de l'innovation. Donc ça veut dire qu'il faut aujourd'hui de toute façon s'attaquer à l'ensemble de ces choses-là. Et il faut développer, alors là je vais prendre ma casquette de directeur d'école d'ingénieurs, il faut développer auprès des jeunes générations aussi cette option à innover, à créer, éventuellement à faire. Donc on a 2 start-upers Pourquoi ici. Il faut le développer parce qu'on ne l'a pas fait parce que pendant des générations et des générations. Je pense que l'enseignement supérieur en général n'était pas forcément orienté, pouvait être orienté par exemple vers le monde de la recherche, mais pas forcément vers le monde par exemple de la création d'entreprises. On voit très bien, là on a 2 créateurs d'entreprises qui au final représentent ce maillon entre des innovations technologiques par exemple et la mise en place sur le terrain de solutions effectives. Et ça, on a besoin, nous, de développer auprès de nos jeunes. Et vous sentez qu'il y a une appétence pour ça ? Oui, bien sûr, de plus en plus. Je pense qu'on a, par exemple, dans les quelques dernières années, une dizaine de créations d'entreprises au sein de nos anciens, enfin par nos anciens ingénieurs. Il faut qu'on aille plus loin. Et c'est vrai, et c'est pas le cas de Bordeaux Sciences Agro en particulier. Je pense que c'est le cas partout. Les universités se mettent à travailler beaucoup sur l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat. Il faut absolument que l'ensemble du monde de l'enseignement supérieur, par exemple, s'approprie ça. Pour l'agriculture aussi, l'ensemble de l'enseignement technique, parce que ce qu'on dit là sur l'enseignement supérieur, c'est vrai dès les formations qui sont, par exemple, du bac plus 2, 3, etc. Hubert de Rochambeau, une aparté sur l'INRA. L'INRA, c'est un cas unique au monde. D'habitude, la recherche agricole se fait dans les universités, dans les autres pays dans le monde. C'est grâce à l'INRA que l'agriculture française a aussi peut-être, en tout cas, atteint cette position. Grâce à l'INRA, j'en suis pas sûr, mais c'est vrai qu'on peu grâce à l'INRA. L'État français a choisi, en fait, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de créer des grands organismes de recherche. Donc le CNRS sur une recherche globale, l'INSERM sur la santé et l'INRA sur la recherche, donc sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et ça, c'est vrai que ça nous a donné une force de frappe et ça nous a permis, par exemple, de travailler sur des grands projets internationaux avec les Américains et les Chinois, par exemple. Ce que, par exemple, les Espagnols n'ont pas pu faire. Les Espagnols, c'est une série d'intervenants universitaires de qualité, mais qui après ont du mal en fait à dégager des gros moyens sur des gros projets de recherche. Et alors après, cette recherche, au départ, on la faisait seule. Aujourd'hui, c'est une recherche complexe et c'est une recherche qu'on fait avec les universités. Et le temps où il y avait l'INRA d'un côté et les universités de l'autre, ce temps est terminé. Maintenant, on travaille main dans la main avec Olivier et avec l'Université de Bordeaux pour répondre à l'ensemble des défis qu'on a vus tout à l'heure.
On dit parfois que la recherche, on dit même souvent que la recherche est malmenée en France. Aujourd'hui, il y a les moyens suffisants pour les chercheurs, pour travailler, Alors, même s'il n'y a pas de concrétisation immédiate. Objectivement, les chercheurs se plaignent toujours parce que leurs idées vont plus vite que l'évolution de leurs moyens. Donc ça, c'est la première chose. Et par rapport aux questions qui nous sont posées, on rêverait d'avoir plus de moyens. Honnêtement, À ma gauche, je viens d'entendre, il se rapproche des agriculteurs en cela. Honnêtement, Fin de la fermeture de la parenthèse. Honnêtement, on n'est pas trop à plaindre puisqu'on a la chance en fait d'être tous fonctionnaires. Ce qui nous donne donc une garantie de l'emploi et ce qui devrait nous inciter à prendre plus de risques, à être encore plus dynamique qu'on est actuellement. Alors on va maintenant aborder une question épineuse pour le moins, c'est l'innovation et la recherche pour le vivant. Innover pour quoi faire Jean-Luc Blanc-Simon, qu'est-ce que vous attendez en termes de production des innovations? Est-ce que c'est produire toujours plus ou est-ce que c'est produire mieux, produire en s'adaptant aux grands défis écologiques? Voilà, on innove, très bien, mais quel est le but? Bien, le but, ça a été évoqué déjà avec quand même cette efficacité économique qui est recherchée, mais pas que, puisque ça a été évoqué également. Non, je Vous crois savez que derrière l'efficacité économique, certains iront chercher le productivisme à tout craint. Bien sûr, mais voilà, il y a des choses sans doute à expliquer. Mais au-delà de cet aspect, je pense que pour en revenir à des préoccupations d'agriculteurs au quotidien, à travers l'innovation, qu'est-ce que je vois? J'y vois l'opportunité de travailler dans de meilleures conditions, mais également de mieux maîtriser l'utilisation de produits et d'intrants phytopharmaceutiques. Donc, intérêt économique également, respect de l'environnement. Bon, c'est un tout, ça fait partie d'un tout. Et moi, je crois que c'est... Franchement, je suis très très confiant sur l'avenir. On a affaire d'ailleurs à une génération de trentenaires, d'agriculteurs trentenaires, donc qui débutent un peu dans la profession, et qui sont très ouverts sur toutes les nouvelles technologies, qui nous boostent un peu, comme nous, on a boosté nos propres parents. Mais encore une fois, en agriculture, ça va très très vite, quoi. Et après, au-delà de ça, bien sûr que... Mais tout est lié quand on parle... Quand je parle d'efficacité économique, il ne faut pas que ce soit tabou, quoi. Prenons le cas de la gestion de l'eau. Oui. Gestion de l'eau, tout le monde est gagnant dans le cas où dans la perspective où tout le monde consommera moins d'eau. L'agriculteur, puisqu'on paye l'eau que l'on utilise, la société dans son ensemble nous verra sans doute avec de meilleurs yeux, et puis pour le bien-être l'ensemble de la population, tout cela sera positif. Un mot sur la recherche génétique, notamment sur les OGM, le travail sur le vivant. Est-ce que là, tout le monde, est-ce que vous pensez aussi que toute la société en sortira gagnante? Je crois que ce qui a été évoqué après la Deuxième Guerre mondiale est révélateur, même si ça a été fait dans d'autres conditions. Et je ne vois pas en quoi qui pourrait être perdant. Prenons les choses à l'envers. Qui pourrait être perdant? J'ai du mal à imaginer. Certains vous diront nous tous, puisque on joue aux apprentis sorciers avec notre patrimoine. Vous savez, moi qui suis producteur de semences, de maïs et de tournesol, je trouve encore tout cela très très empirique. Et j'ai vraiment pas l'impression de jouer aux apprentis sorciers. Au contraire, je participe à l'effort collectif de recherche, d'amélioration, de variétés par exemple qui pourraient consommer moins d'eau. Pourquoi pas moins Vous regrettez aujourd'hui qu'on ne puisse pas ouvertement faire des essais en plein champ sur du maïs OGM qui est aujourd'hui... OGM, c'est un bien grand mot. Il aurait peut-être fallu les baptiser autrement. Je ne sais pas, mon organisme génétiquement amélioré. Et puis ça serait peut-être passé... On est vraiment dans quelque chose de très virtuel, quoi, et on en revient à cette idée qu'on est dans... Qui soulève des peurs aussi. Mais bien sûr, et c'est normal. Et ces peurs, elles sont bien concrètes. Tout à fait. Mais encore une fois, voilà, il y a un gros travail d'explication, de démonstration, et c'est tous ensemble qu'on y parviendra. Hubert de Rochambeau, sur cette question. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que les techniques ne sont que des techniques. Les technologies ne sont que des technologies, aussi modernes soient-elles. Le problème qui est important, il n'est pas là. Le problème, c'est le sens. Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et en fonction des objectifs que je me fixe, quels sont les outils dont j'ai besoin? Et si on place les choses dans ce sens-là, à ce moment-là, les choses c'est clair, et à ce moment-là, on peut discuter avec nos concitoyens. Je vais faire l'avocat du diable une nouvelle fois, mais l'opposition qui se fait jour par rapport à ces techniques de manipulation du vivant, c'est produire toujours plus. Oui, non, mais justement, vous revenez sur la technique. Moi, je ne mets pas le débat à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on veut faire demain? Est-ce qu'on veut nourrir 10 milliards de personnes? Est-ce qu'on veut réduire l'impact sur l'environnement? Est-ce qu'on veut s'adapter au changement climatique? OK, on partage ça.
Ensuite, quels sont les problèmes que ça pose, quelles sont les solutions dont on dispose. Et après, on décide. Et alors, ce n'est pas aux chercheurs, c'est en fait aux politiques et aux citoyens de décider les technologies qu'on utilisera pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, il faut prendre les choses dans l'autre sens. L'OGM en soi a ni intérêt. Qu'est-ce que ça peut permettre de faire par rapport au problème que je me pose? Anaël Bibard. Mais même si on rentre dans le côté technique, l'exemple du maïs BT, qui était le maïs qui a fait peur à tout le monde, le Monsanto, donc le grand vilain nom, Monsanto 810, le maïs BT, il a permis de réduire l'utilisation de produits phytopharmaceutiques aux États-Unis, réellement, sur le terrain, pratique constatée. Et là, aujourd'hui, les jeunes verts allemands ont reconnu que les pratiques OGM devaient être autorisées dans certains cas. Notamment, on voit le riz doré pour aider les populations locales à se nourrir mieux, sauver des vies, réellement sauver des vies sans détruire l'environnement, et même réduire la dépendance aux produits phytopharmaceutiques, voire réduire la consommation en eau. Donc on a des cas d'usage qui montrent que cette technologie n'est pas à repousser par son côté, même si ça fait peur et on s'en sert un peu d'épouvantail pour dire, vous voyez, on manipule le vivant. Je trouve que l'axe, en prenant les choses dans le bon sens, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut aider les gens à mieux vivre, on veut sauver des vies, on veut respecter l'environnement. Cette technologie, on voit qu'elle a été maîtrisée. Il ne faut pas non plus s'en servir d'épouvantail en disant c'est mal. Et les agriculteurs sont très responsables sur leurs pratiques. Quand on regarde ce qu'ils font au niveau traçabilité, au niveau impact, moi je le regarde avec un œil extérieur. Vraiment, il faut qu'on se rende compte du côté des efforts qui sont fournis depuis plus de 20 ans. Si je comprends bien en vous écoutant aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on va trop loin sur le principe de précaution, Olivier Lavial? Alors, moi, je trouve très très bien qu'une société s'interroge sur ses pratiques. Mais effectivement, je pense que ce qui est surtout compliqué, c'est la communication qu'on fait à partir de ça. Parce qu'on parle d'OGM et finalement, on englobe dans tout ça, pour le grand public d'ailleurs, des procédures de sélection variétale ou d'amélioration génétique qui ne sont pas de la manipulation étiquetée OGM. Donc je pense que quand on veut aborder des problèmes complexes comme ça, il faut aller au bout des choses. Et ne pas tout jeter en disant mais à partir du moment où on fait de la sélection, c'est qu'on veut faire du profit, c'est qu'on veut faire... Voilà, je pense qu'il y a une vraie question à se poser. Moi, je suis tout à fait d'accord pour que la société s'interroge. Je suis surtout tout à fait d'accord pour que collectivement, on puisse se poser la question, effectivement, des enjeux. Et qu'à partir de là, si à un moment donné, on a besoin d'avancer, effectivement, y compris en allant utiliser des techniques sous réserve qu'elles soient encadrées, qui permettent d'aboutir à ce qu'on cherche, notamment la baisse des intrants, l'adaptabilité au changement climatique, etc., eh bien, je pense qu'il va falloir vite se poser les questions parce qu'effectivement, on a des urgences. En dernier lieu, c'est le politique qui doit trancher ces questions-là. Est-ce que c'est la profession? Si ce sont les industriels, on peut imaginer que l'opinion publique montera au créneau. Qui doit trancher? C'est la société qui doit trancher. Et dans nos sociétés démocratiques, on élit des personnes qui nous représentent et c'est à eux de décider. Ça, c'est très très clair. C'est pas aux industriels, c'est pas aux chercheurs, c'est pas. Il faut que les politiques soient dans leur responsabilité, écoutent, consultent et puis après décident. Mais est-ce que le milieu agricole ne devrait pas s'emparer aussi de ces questions d'éthique? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un comité d'éthique de l'agriculture? Ça existe. Donc le pôle Agri Sud-Ouest Innovation a un comité éthique et social pour réfléchir à ces questions-là. Non, mais c'est des questions vraiment importantes. Parce que oui, on parle d'éthique, mais il faut aussi recomprendre, pardon de revenir à des questions plus prosaïques, mais que derrière, les enjeux économiques sont importants. On est en train de prendre du retard sur les questions de recherche sur le vivant aujourd'hui en France. Alors, oui et non. C'est ce qu'on entend quand on discute avec des agriculteurs. Oui. Les autres, pendant ce temps-là, les autres avancent et nous, on fait du surplace. Disons que ça nous gêne sur certains points, le fait de ne pas utiliser d'OGM, mais la recherche continue quand même. Et nous, dans nos laboratoires, en respectant totalement la réglementation, on peut aussi l'utiliser comme outil pour explorer des connaissances. D'ailleurs, est-ce que les OGM, c'est pas finalement le rideau de fumée qui empêche de voir ce qu'on ne voit peut-être pas arriver, justement? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas se concentrer sur autre chose que sur
sur les OGM. C'est vrai que si on arrêtait de parler des OGM, ça serait un bon point. Après, si vous regardez bien en détail, en fait, nous, on a analysé cette controverse avec beaucoup d'attention. En fait, les OGM, c'est plus une critique d'un certain modèle productiviste, une critique d'un certain nombre de firmes qui ont des positions monopolistiques sur le marché des semences. C'est beaucoup plus ça que la technique elle-même. Et quand on n'est pas d'accord sur un modèle, quand on n'est pas d'accord sur une organisation de la génétique, il faut le dire, il faut en discuter. Il ne faut pas brandir les OGM comme étendard, alors qu'en fait, il n'y a pas de réflexion technique. Et là, justement, est-ce qu'on sort des élections européennes? Est-ce que l'Europe ne peut pas être un support favorable pour développer une recherche au niveau européen pour éviter qu'il y ait des géants, notamment américains, qui se Alors ça, c'est déjà le cas. C'est vrai que dans le développement de l'agriculture française et dans le développement de la recherche française, l'Europe a joué un rôle excessivement important. La recherche, c'est un travail qu'on fait en réseau. En fait, même si on est nombreux en France, par rapport à l'immensité des problématiques, il faut travailler avec tout le monde. Et donc la recherche, en fait, il existe une Europe de la recherche qui fonctionne excessivement bien. Donc ça, c'est un point qu'on ne peut pas retirer à l'Europe. Et alors après, pour faire contrepoids à la Chine et aux États-Unis, c'est très clair aussi qu'au niveau Europe, on peut espérer être entendu. Si au niveau de la France, on s'imagine être entendu, on se trompe complètement. Ça, c'est très très clair. Jean-Luc Blanc-Simon, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, mais encore une fois, insister sur cette condition sine qua non pour continuer. Je prendrai un exemple. Vous voyez, on a, au sein de notre groupe coopératif, on a été très, très impacté par 2 années de crise aviaire qui, économiquement et humainement, a eu énormément d'effets négatifs sur notre groupe coopératif. Et sur l'opinion publique aussi. Alors, rappelons-le, parce que c'est aussi l'innovation en termes de mode de production. Le grand public se dit on concentre, on voit grand, on est fasciné par toujours plus grand, toujours plus aseptisé. Et puis quand il y a un grain de sable qui se met dans la machine. Avec cette vision très duale que quand on en fait beaucoup, on le fait mal. Quand on en fait un peu, on le fait bien. C'est pas tout à fait comme ça les choses. Voyez-vous. Et donc, pour en revenir à cet exemple de la crise aviaire, voilà, on a subi 2 années très très dures et au lieu de baisser les bras, toutes nos équipes, et là c'est vrai qu'on peut associer nos nombreux collaborateurs, ont essayé de relever le défi, de relever la tête et donc ont mis en place tout un programme de biosécurité qui est diffusé au niveau de tous les producteurs, notamment de canards ou de volailles. Voilà, et on a même créé une unité, un petit pôle de développement de cette biosécurité. On est devenu un peu fer de lance de ce concept-là. Voilà, parce qu'à travers l'innovation, à travers, encore une fois, la prise de conscience d'hommes et de femmes, on est arrivé à relever la tête. Un mot sur la communication, parce que là, il est vraiment affaire de communication. Vous qui êtes dans l'économie émergente, le numérique, est-ce que quand vous avez mis un pied dans le monde agricole, est-ce que vous avez identifié qu'en termes de communication, là, il fallait vraiment devenir innovant ? Alors, il y a un côté, les agriculteurs ont parfois, et en règle générale évidemment, un petit peu peur de communiquer. C'est assez récent qu'on voit émerger des associations type France Agri, Twitos, mais c'est sur un média, sur un réseau social, et finalement parfois avec potentiellement le piège de communiquer entre soi. Il y a beaucoup d'initiatives qui existent depuis longtemps, comme les réseaux de fermes ouvertes. Et maintenant, je pense qu'il est vraiment temps, parce que nous, on bénéficie en tant que start-upper d'une certaine bienveillance de tout le monde. En plus, je fais de l'intelligence collective, on travaille sur la réduction des phytos avec McDonald's, avec des GI2E, avec des coopératives, avec des négoces, avec des producteurs de pommes de terre comme McCain. Donc, on a ce côté bienveillance parce qu'on est dans le mouvement qui est demandé. Par contre, les agriculteurs, eux, finalement, quand les gens se rendent compte de leurs pratiques, ils bénéficient tout autant de la même bienveillance de leurs voisins, sauf de 2-3 qui ont des pulsions un peu négatives, on va dire. Mais il y a un côté où il faut vraiment prendre en main cette communication locale avec le grand public, parce que c'est là que va se jouer une grosse partie de l'enjeu de débat avec la société. Je prends l'exemple d'un agriculteur qui s'était fait tabasser et menacé de mort par des voisins, menacé de mort au fusil, donc on est quand même sur des événements qui sont traumatisants pour un chef d'entreprise. Et finalement, peu de temps après, il a organisé une ferme ouverte, il a fait venir 300 personnes et on repart sur des choses beaucoup plus constructives. Il y avait même des associations issues d'ONG comme les Coquelicots ou issues d'autres organismes économiques de la grande distribution du bio. Et finalement, ces gens-là ont pu s'entendre, se comprendre sur un enjeu. Voilà, quelle est ma pratique,
mon impact sur le territoire et qu'est-ce que je mets en place pour aller mieux. Olivier Lavial. Oui, non, juste pour continuer sur ce schéma-là, il se trouve que mon école est propriétaire d'un domaine viticole, dont je tairai le nom pour ne pas faire de publicité, en plein milieu de la métropole bordelaise. Et la communication vis-à-vis des riverains, des voisins, est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que quand on a monté ce domaine, puisqu'on l'a remonté sur un ancien terrain militaire, le choix était soit de faire de la vigne, soit de faire des immeubles. Alors vous pensez bien que les riverains à l'époque préféraient voir la vigne s'installer. Et c'est marrant parce que au cours du temps, les générations ont changé et aujourd'hui, les riverains nous mettent une pression sur la baisse des produits phyto, etc. Sachant qu'on est plutôt sur un vignoble agroécologique avec énormément de précautions et des pratiques, on va dire, plutôt très respectueuses de l'environnement. Ça passe comment Pour comment autant, vous faites passer voilà, le message? alors, pourtant, quand on fait une réunion avec des riverains, la vraie problématique, c'est d'avoir des éléments de langage qui sont suffisamment dans la transparence pour expliquer ce qu'on fait, mais pas forcément en allant trop loin. Un exemple, si on donne le nom d'une matière active, un riverain, peu importe, mais une matière active, le riverain va aller chercher sur Internet et va éventuellement trouver effectivement que cette matière, on a le sigle poison, attention, etc. Forcément, c'est une matière active, c'est pas complètement anodin d'aller mettre un produit sur les vignes. Conclusion, c'est parfois contre-productif de surcommuniquer. Et le vrai souci, c'est un peu ça, c'est de ne pas laisser les agriculteurs tout seuls. Parce que tout seul, communiquer, c'est compliqué. Il faut et je pense que notamment la profession viticole s'est beaucoup penchée sur la question. Je sais que le CIVB, actuellement, le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, a une politique de développement, notamment des communications comme ça vis-à-vis des riverains. Et il y a un vrai enjeu. Quand apparaît une carte comme la fameuse carte d'envoyé spécial qu'on a tous vue avec l'utilisation des produits phytosanitaires, là, il faut développer des trésors de communication derrière pour remonter la pente. Oui, tout à fait. Et on a longtemps été dans la réaction. C'est vraiment le souci. C'est que maintenant, l'idée, c'est pas forcément de réagir au moment où apparaît un cache investigation, effectivement, qui flingue complètement dans lesquelles il y a des vérités, dans lesquelles il y a des choses qui sont caricaturées. Donc, on ne peut pas être dans la réaction par rapport à ça. Il faut absolument devancer. Et le vrai enjeu, je pense, de l'agriculture aujourd'hui, si on veut avoir le temps, d'ailleurs, d'amener les innovations pour répondre aux vrais problèmes sur lesquels on est bien entendu. Mais est-ce qu'on a le temps tous. Justement, on a de moins en moins le temps du fait d'une communication et du fait d'une société qui met une pression. On parlait du changement climatique qui nous pousse, mais la société aussi nous pousse. Il y a un certain nombre de contraintes qui nous poussent sur du temps court. Il nous reste quelques minutes d'émission. Je voulais quand même qu'on aborde les grands défis de demain, si vous voulez bien, messieurs. Parce que demain, c'est l'intelligence artificielle qui va s'insérer dans tous les pans de nos existences, à la fois professionnelles et personnelles. Et donc l'agriculture aussi va être impactée par l'émergence des intelligences artificielles. Est-ce qu'il faut redouter la place que pourraient prendre les intelligences artificielles dans le secteur agricole, comme on peut le redouter dans la médecine, par exemple? Hubert de Rochambeau pour l'INRA. Alors, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. L'intelligence artificielle, c'est une chance. C'est ce qu'on en fera. Voilà, à condition qu'on sache lui donner du sens. Tout à l'heure, j'ai dit que la situation était complexe. Maintenant, il faut travailler au niveau d'un écosystème, il faut travailler au niveau d'un territoire. Et on aura besoin de l'intelligence artificielle pour fournir des éléments d'information aux agriculteurs, pour éclairer les agriculteurs dans leur prise de décision. Et donc, c'est une opportunité absolument fantastique, à condition qu'on sache l'utiliser. Et par rapport à ça, un des problèmes excessivement importants qui se pose, c'est le problème des données. Le contrôle des données va être quelque chose de très très important. Est-ce qu'on arrivera à garder, est-ce que les agriculteurs français garderont leurs données de manière à pouvoir les utiliser, ou est-ce que ces données seront captées par un certain nombre de sociétés étrangères? Anaël Bibard, je vous pose la question. Vous qui êtes dans le secteur du numérique, les données, on sait que c'est l'or, le trésor du monde numérique. Les données que les agriculteurs qui adhèrent à votre plateforme installent sur leur téléphone portable, elles appartiennent à qui? Alors, chez nous, deux éléments, l'or des données et puis le côté à qui elles appartiennent. Alors nous, pour répondre à la dernière partie, on a mis en place un comité d'éthique. On parlait d'éthique. On a le vice-président de la FNSEA qui est présent dans ce comité d'éthique, qui est en charge de la question
autour du numérique pour la FNSEA, Henri Biaspéré et Jean-Marie Serroni, puis après d'autres acteurs du monde agricole reconnus et bien plus connus que nous chez FarmLib. Et ils ont un pouvoir de contrôle a priori et a posteriori, y compris notre compta, sur voir à qui on a vendu, quoi, et ils peuvent aller regarder les process et les termes des contrats, en plus de simplement vérifier les petites clauses qu'on ne lit pas en bas des contrats. Donc la donnée appartient à l'agriculteur et on a un organisme de contrôle. Par contre, est-ce que les données représentent de l'or? Est-ce que c'est le pétrole de demain? Ça, c'est vraiment une remarque qu'on se fait en voyant ça comme le nouveau pétrole vert ou quelque chose comme ça. C'est totalement faux. Parce que les données, leur valorisation n'est pas un procédé destructif. L'or, déjà, ça ne fait rien, à part peut-être bien conduire l'électricité. Allez. Mais sinon, ça ne fait rien, on le stocke. Le pétrole, on le brûle, il n'est plus là. La donnée, si on la stocke à un endroit, par exemple, M. Blanc-Simon, s'il sème telle variété de maïs, je vous rassure, non OGM, à telle date, le 18 avril, et que ça fait tel rendement, mais qu'il le stocke sur son ordinateur et que ça reste sur son ordinateur, ça vaut, en cas de contrôle, au cas où, peut-être quelque chose. Mais à part ce cas-là, peut-être l'année prochaine, vous revérifierez si vous avez semé plus tôt ou plus tard. Mais si on le partage, si on l'agrège avec tous les agriculteurs, et qu'après on utilise de l'IA pour être capable de traiter cette masse de données, pour comprendre et créer des nouvelles connaissances, là, cette donnée, elle aura une valeur parcellaire et infime, mais au sein d'un océan qui, là, donnera une grande valeur. La donnée, c'est comme un grain de blé. Toute seule, c'est que dalle. Dans un silo chez Maïsadour, ça vaut quelque chose. Jean-Luc Blanc-Simon, sur l'arrivée, l'émergence des intelligences artificielles, est-ce que, alors pour noircir le tableau, je suis dans le rôle de celui qui met les pieds dans le plat, est-ce que c'est demain des robots qui décident à la place des paysans? Alors d'abord, nous, l'intelligence artificielle, on ne va pas être impacté, mais on va en profiter. Voilà. Et pour rejoindre un peu ce que disait M. de Rochambeau, c'est que, en fait, nous, l'intelligence artificielle, elle doit nous aider à finalement prendre des décisions. C'est nous qui devons rester acteurs. J'avais récemment un stagiaire d'une école d'ingénieurs à la maison qui m'a remercié de lui faire découvrir la vraie vie, parce qu'il a pris conscience du nombre de paramètres, il était de plus haut, le nombre de paramètres qu'il fallait intégrer au quotidien pour prendre une décision, pour agir, pour intervenir. Est-ce que l'agriculteur aura toujours cette capacité de décision quand vous avez une machine censée agréger des millions de données et qui vous dit c'est aujourd'hui qu'il faut y aller. Okay. Vous pensez dans votre fort intérieur qu'il faut y aller demain? Écoutez, je vais prendre un exemple. Vous allez mieux comprendre. On ne peut pas tout maîtriser dans la vie. Vous voyez, on est en période de semis et notre gros souci à l'heure actuelle, c'est la météo. Certes, on connaît. C'est le choix des variétés, on connaît. Mais c'est aussi tous les prédateurs qui s'attaquent à nos cultures. Et ça, là-dessus, il n'y a pas de données, il n'y a pas d'intelligence artificielle. C'est à l'agriculteur d'observer, de réagir, de se battre, de relever la tête. Alors là aussi, je pense qu'il y a sans doute matière à innover dans ce domaine-là. Voilà. Hubert de Rochambeau, sur cette question de l'émergence des intelligences artificielles, la protection des données, l'utilisation qui peut en être faite, est-ce que... Alors, c'est une chance fantastique, mais comme tout, il faudra qu'on arrive à maîtriser l'outil, donc pas perdre le contrôle des données. Et après, la donnée en tant que telle, il faut qu'elle soit regroupée, mais ensuite, après, il faut l'analyser. Parce que des 0 et des 1, voilà. Et donc après, il y a toute une histoire de modélisation pour traduire ces données en règles de décision. Et là, il faut qu'on fasse un effort, nous, au niveau européen, pour que les algorithmes de décision soient des algorithmes qu'on ait conçus, qu'on connaisse, qu'on contrôle, et que ce ne soient pas des algorithmes américains, comme c'est le cas aujourd'hui dans beaucoup d'applications. Donc là aussi, il y a une question de souveraineté, la gestion des données, mais aussi les algorithmes et pouvoir rentrer dedans. Les premières applications, ce sera ça? Ce sera de l'aide à la décision? C'est déjà ça. Ça fonctionne déjà. Ça fonctionne déjà, mais ça fonctionne d'une manière un peu parcellaire, en fait. Et le rêve qu'on a, nous, sur notre exploitation, donc Château-Coin, Savinave-Dornon, c'est d'arriver à faire un pilotage par la connaissance, de mettre un maximum de capteurs à la vigne et à la cave, d'en tirer des règles de décision, et que le chef de culture et le maître de chai, en plus de leur expertise personnelle, rajoutent l'histoire, tout ce qu'on a pu tirer, 10, 20, 30 ou campagnes qui restent avant. Alors, si je les ai vécues, je m'en rappelle un peu, mais je dois valoriser 1% de l'information. Donc, on conçoit assez bien qu'en structurant ces données, en ayant des règles de décision, on pourra apporter une plus-value à l'agriculteur, au viticulteur, qui restera décisionnaire.
Olivier Lavielle, en termes de formation, il y a un véritable enjeu là pour former les agriculteurs de demain, parce que ça bouge très vite, c'est quasiment imprévisible. Complètement. L'enjeu, il est d'ailleurs sur nos niveaux, nous, ingénieurs, mais il est aussi sur le niveau manipulateur. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle de la viticulture, maintenant, on a beaucoup de mal à trouver des tractoristes. Et être tractoriste aujourd'hui, c'est pas simplement savoir conduire un tracteur, c'est aussi savoir manipuler l'ensemble des outils numériques qui sont à l'intérieur. Et on a besoin de former à tout niveau dans l'agriculture, à ce niveau-là. Et c'est pour ça que la formation, d'ailleurs, c'est très intéressant d'ailleurs d'avoir un réseau d'écoles. Je parle des écoles d'agronomie ou les lycées agricoles sous tutelle du ministère en charge de l'agriculture, parce que en plus de la formation simplement comme ça, on a comme mission de répondre aux grands enjeux de l'agriculture. Et répondre aux grands enjeux, c'est être en capacité à former effectivement des acteurs de l'agriculture de demain. Et bien entendu, le numérique et les outils de la décision sont complètement, font partie maintenant du paysage avec lequel les jeunes ont grandi et doivent grandir. Donc nous, on a effectivement sur l'école une spécialisation qui s'appelle Agrotique, en commun avec Montpellier Supagro, où on va amener des jeunes sur la double compétence. Mais au-delà de ce contingent d'une vingtaine d'étudiants par an, c'est l'ensemble de nos 160 étudiants diplômés chaque année qui doit être complètement élevé dans l'optique de travailler finalement avec des outils qui vont aider les décisions. Tout manager, nous tous, nous sommes toute la journée aidés par des outils numériques pour prendre nos décisions. Moi, je regarde la météo chaque matin. Parfois aussi submergé. Voilà, pour savoir si je prends un parapluie ou pas, par exemple. On est parfois aussi submergé par le numérique. Est-ce que on oui, sait que oui, tout à fait. Le monde agricole, l'élevage, c'est un job à temps plein, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Est-ce que les agriculteurs qui sont déjà parfois dans des situations d'épuisement professionnel vont en plus avoir des outils numériques qui vont biper c'est pour ça que 3 minutes, qui vont leur donner des alertes, des notifications c'est pour ça que l'innovation ne doit pas forcément être que technologique, mais on doit savoir utiliser tout ça. Et derrière, il y a des sciences sociales, des sciences humaines. On doit comprendre comment, effectivement, les acteurs de la décision utilisent le numérique. Ça, c'est très important qu'on travaille ensemble, finalement, avec les gens qui développent des applications, les gens qui développent, eux, des modèles de la décision, des manières de faire s'approprier les outils par les agriculteurs, etc. C'est vraiment un continuum, et c'est ça l'enjeu, effectivement, du numérique. Les enseignants sont formés à faire passer ce message-là, une génération qui est née avec. Oui, alors complètement. J'ose espérer qu'on y arrive. Vous n'allez pas me la répondre question, le contraire. c'est difficile pour moi de dire si on y arrive bien ou pas, mais je pense qu'on y arrive très fortement, bien sûr, parce que, d'abord, on est né, même nous, à l'époque où on commençait à voir l'émergence de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle avait connu ses heures de gloire, et on s'est aperçu des limites à un moment donné, et elle revient maintenant parce que je pense qu'on a fait des avancées vraiment de recherche qui permettent de repartir sur quelque chose avec évidemment l'idée d'en prendre le positif, de savoir s'en servir et de ne pas être submergé, comme vous le dites. Vous parliez des tractoristes, une question très prosaïque, on arrive à la fin de l'émission. On parle beaucoup d'innovation virtuelle, d'innovation numérique, d'innovation génétique. Quelque chose de très tangible. Le tracteur électrique, c'est pour quand ? La moissonneuse électrique, ça sera un jour. L'ensileuse électrique, elle arrivera, on va la voir, ou alors ça, donc, c'est totalement ça existe déjà. Utopiste. Donc vous allez à Pape Clément, en fait, et donc ils ont un enjambeur électrique qui marche très très bien. C'est pas, oui, ça fonctionne bien. En fait, c'est pas vraiment une innovation gigantesque. Un coût raisonnable, parce qu'on sait le. Ça reste un peu cher comme la voiture, hein, mais. Donc pour vous, le parc agricole de matériel, il va aussi passer à l'électrique ? Oui, c'est imminent. Enfin, les solutions existent. Moi, à mon avis, c'est peut-être d'ailleurs intéressant de voir qu'on aura finalement dans l'agriculture un certain nombre d'engins qui vont passer à l'électrique, effectivement, dans les prochaines années, qui vont servir finalement de modèle à quelque chose qui va se déployer. Après, il faut que tout le monde soit en capacité d'investir. Hein. C'est un vrai souci. Hein. Il y aura peut-être aussi le méthane produit directement sur avec le gaz de ferme. On en a un bleu là-bas en face qui peut être alimenté par le gaz produit sur la ferme. Et donc on a en plus la décarbonation et la non-dépendance, une économie circulaire sur l'exploitation. Jean-Luc Blanc-Simon, on arrive au terme de cette émission. Une conclusion, il ne faut pas avoir peur
de l'innovation, il faut la maîtriser, l'anticiper peut-être, bien l'utiliser? Je dirais que l'innovation est exigeante puisque en fait, elle suppose un travail de veille permanent. Je reprends mon exemple des trains qui démarrent à tout va et de plus en plus vite. Et donc, il faut avoir la lucidité suffisante. Et pour un groupe coopératif comme le nôtre, c'est un défi parce que derrière ça, il y a souvent des investissements. Donc, d'avoir la lucidité pour monter dans le bon wagon, dans le bon train. Et puis, j'ai une pensée quand même pour conclure sur la génération qui nous suit et pour laquelle je suis très très confiant parce que eux sont nés avec le numérique, avec les réseaux sociaux et je crois qu'ils sont encore plus ouverts qu'on ne le peut l'être nous et franchement ils ont énormément de défis à relever mais ils sont lucides par rapport à tout ça, conscients de ce qui les attend et très motivés. Innovant mais lucide. Merci à tous, on arrive au terme de cette émission. Merci d'avoir participé. Rendez-vous demain sur NOAA et AgriWeb TV ici en direct du Salon de l'Agriculture. Rendez-vous demain à 11h. Nous évoquerons la question ô combien essentielle de l'agriculture face aux défis du changement climatique. À demain.